Bienvenue dans le débat de France 24. C'est le discours qu'on nous annonçait comme fondateur du nouveau quinquennat. Le président de la République, Emmanuel Macron, a donc pris la parole 1h30 durant devant les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès à Versailles. Cas de figure certes prévu par la Constitution, depuis peu, ça date de Nicolas Sarkozy, mais inédit dans ce qu'annonce l'Élysée des intentions qu'en a le chef de l'État en faire un nouveau rituel républicain destiné une fois par an à informer députés et sénateurs des intentions du président et à lui permettre à lui de rendre compte de son action. Et pour une première, on a eu droit à un discours à la fois incantatoire, rhétorique, parfois lyrique, et en même temps précis, par moments, avec de vraies mesures annoncées, avec aussi des éclairs de lucidité qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans la bouche d'un dirigeant politique, qui plus est en responsabilité. Exemple. La France n'est pas un pays qui se réforme. C'est faux. Pardon, Monsieur le Premier ministre, de vous annoncer aujourd'hui, devant le Congrès, cette mauvaise nouvelle. La France est un pays qui résiste aussi longtemps qu'il est possible de ne pas réformer. Un pays qui se cabre quand on lui parle mal, quand on ne lui explique pas, quand on ne le respecte pas, quand on ne parle pas à sa dignité et son intelligence. Voilà, ce discours, on en parle donc avec à mes côtés Anita Auxerre, journaliste politique à Atlantico. Bonjour Anita. Bonjour également à Hélène Pilichowski, éditorialiste politique. À Sylvain Kahn, vous êtes historien géographe pour vous enseigner à Sciences Po Paris. Bonjour. Et à Jean-Philippe Moinet, journaliste, éditeur et écrivain. Vous êtes fondateur de la revue Civique. Bonjour. Anita Auxerre, sur l'ensemble de ce discours, c'est plutôt un discours sur l'état de l'Union à la française, comme on l'avait annoncé, ou bien un discours de politique générale avant l'heure? C'est une première déjà, donc c'est difficile de dire que c'est un discours de l'Union à la française. Peut-être, ce que je me suis dit, j'étais à Versailles pour écouter le président. Le Congrès, la formule, la configuration du Congrès actuel ne correspond pas à un discours de l'Union à la française. Parce que le président fait un certain nombre d'annonces, parle de l'état du pays, enfin je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais il n'est pas là pour entendre les réponses. Et dans la mesure où il s'engage devant les Français et devant la représentation nationale, il devrait quand même pouvoir écouter les observations. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de sanctions pendant le quinquennat, donc il va revenir tous les ans s'exprimer devant les députés, mais qui va lui dire bravo Donc ça ne colle pas. Comment ? Il y aura peut-être des réactions. Il y a eu un moment d'applaudissement. Il y a eu deux moments d'applaudissement, notamment quand il a parlé de l'Europe. Mais je trouve que la formule n'est pas adéquate. Il faudrait réformer la formule du Congrès. Parce que, je veux dire, c'est très bien qu'il aille s'exprimer devant les parlementaires au début de son mandat. Je trouve personnellement un peu ridicule la bouderie de ceux qui dénoncent un coup de force. Enfin, c'est absolument stupide. Mais puisque c'est légal, c'est constitutionnel. Mais la formule n'est pas bonne. C'est votre avis aussi, Hélène Pilichowski. On a un discours quand même assez roboratif au plan rhétorique. Qu'en reste-t-il finalement ? Ça dépend si on l'a bien écouté, si on a fait l'effort intellectuel de se concentrer pour essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire et si on a essayé de retenir. Si on se regardait sa montre toutes les 5 minutes pour dire quand est-ce que ça finit, c'est sûr qu'on n'aura rien retenu. Bon, ça c'est le risque de ce type de prestation parce qu'il s'agissait effectivement d'un grand discours philosophique, je l'ai ressenti comme ça. C'est-à-dire, il pose les principes philosophiques de la transformation qu'il veut opérer dans le pays et à la fois dans les pratiques politiques et même dans la société française. C'est toute une série. Donc, je pense qu'il a voulu faire quelque chose de réellement fondateur, ambitieux, à mon sens, très ambitieux. Il veut même, je l'ai ressenti comme ça, se positionner dans l'histoire en disant on retiendra mon discours de 2017 et mon premier discours devant la représentation nationale comme quelque chose qui a annoncé la gigantesque transformation que je veux mener à bien. C'était vraiment quelque chose comme ça. Alors effectivement, j'ai déjà entendu moi quelques commentaires de journalistes, etc., en disant il n'y a pas tellement de mesures concrètes, c'est nul, c'est du vague, etc. Bon, évidemment, d'abord il y a des mesures, mais qui sont des. Mais il y a quelques mesures
mesures, mais qui sont des mesures d'encadrement, si vous voulez, de la vie politique. Puis il y a des mesures, bon, pour ce qui est des institutions, par exemple. Mais non, moi, j'ai bien aimé. Alors, vous dites, il n'y a pas de réponse. Mais ce n'est pas un débat politique. Le président de la République n'est pas responsable devant les parlementaires. C'est d'ailleurs ce que prévoit bien les textes, hein, qu'il n'y ait pas effectivement de confrontation. Alors, on peut penser que l'exercice est inutile, que voilà, parce que bon, moi, j'ai pensé que c'était extrêmement intéressant. Il a montré des capacités intellectuelles. On disait jusqu'à présent... Là, on les connaissait. Non, on l'avait pas... Parce qu'il s'est éloigné de son texte à plusieurs reprises. Lui qui n'était pas qui n'a jamais été on n'a jamais vu un très bon orateur. Oui. Là, il s'est éloigné de son texte en continuant. On voyait que la ferveur venait et le souffle venait en parlant. Donc, moi, je trouvais que c'était une belle prestation. Voilà. Jean-Philippe Moinet, il est resté effectivement dans des généralités, même si elles sont ambitieuses, en tout cas dans la manière et dans le fond, aussi parce qu'il avait choisi cette date et que donc il ne pouvait pas faire un discours de politique générale, rôle dévolu demain à Édouard Philippe. Oui, je pense que c'est un choix délibéré, à la fois du moment et de la manière. Oui. Et donc cette volonté, en fait, d'être en surplomb. Moi, c'est ce que je retiendrai de cet exercice volontariste, finalement, c'est d'innover sur la forme, tout en respectant les institutions de la République et le Parlement dans son ensemble, d'ailleurs, pas seulement ceux qui ont été renouvelés à l'occasion des législatives, mais aussi la deuxième chambre, le Sénat, et d'être en surplomb à la fois de son Premier ministre, d'ailleurs. On l'a vu dans l'extrait assez révélateur, d'ailleurs, sur la difficulté de la France à se réformer et de souligner à ce moment-là qu'il considère historique, effectivement, il l'a dit, de prendre finalement, à partir de la représentation nationale, mais les Français, prendre date finalement vis-à-vis des Français pour le quinquennat. Oui. Un ton presque un peu bravage qui n'est pas forcément représentatif de l'ensemble du discours. Hein. On a choisi cet extrait spécifiquement parce qu'il était assez... C'était un moment d'orgueil. Plusieurs fois, il a quand même souligné l'exigence. C'est l'occasion de son rappel. Il l'a dit 2-3 fois, l'exigence venant des Français eux-mêmes de la transformation. Et ce mot-clé de la transformation, il a même évoqué à la fin de son propos la révolution en marche, avec un moment de gravité aussi sur cette formule qu'il a eue, l'état d'urgence est autant économique et social que sécuritaire. C'est-à-dire qu'il met l'accent sur ne pas s'endormir. D'ailleurs, il a évoqué les années immobiles, visant d'ailleurs François Hollande, et les années agitées. Visant sans doute son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Et donc on voit que c'est cet entre-deux de la transformation tranquille mais rythmée, avec ce rendez-vous qui sera annuel devant le Congrès. Moi je pense que c'est une innovation pédagogique. Après, le débat va s'instaurer par les médias. La vie politique est hors du vide. On voit bien le spectacle que tente déjà France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, en allant d'ailleurs de manière assez démagogique dans la rue, montrant que finalement que les institutions ne sont pas très respectables. C'est à mon avis un tort des extrêmes, propres extrêmes, en tout cas celle de la France Insoumise. Mais on voit bien qu'il y a une innovation qui recherche aussi une prise de hauteur, notamment sur l'Europe, on y reviendra, sur lequel il a beaucoup insisté. Et il le dit, hein, il reviendra donc tous les ans devant le Congrès pour rendre compte. Écoutez. Animé par le même désir de servir, tous les ans, et même je reviendrai donc devant vous pour vous rendre compte. Et si la considération et la bienveillance que cela traduit à l'égard du Parlement apparaissent à certains comme une dérive condamnable, c'est sans doute qu'ils ont de leur rôle de parlementaire et du rôle du président de la République une conception vague. Sylvain Kahn, c'est pas le genre de propos qui risquent peut-être d'être un peu taxés d'arrogance aussi par moment. Un peu comme Malal Freycinet, on lui a beaucoup reproché ces gens qui ne sont rien ce week-end. Oui, bien sûr, c'est possible, mais il me semble que ce qu'a tenté là Emmanuel Macron, on verra s'il l'a réussi, c'est en fait, on dit beaucoup qu'il cherche à incarner la fonction depuis qu'il a été élu, on en avait parlé ici même le jour J, et là, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la manière dont il a cherché à donner j'ai presque envie de dire, non seulement corps à la France, mais un corps à la France. Et il y a la fameuse formule de Kantorowicz qui parle des deux corps du roi. Quand le roi individu meurt, le roi demeure parce que la fonction dépasse ceux qui l'occupent. Et là, d'une certaine façon, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que Emmanuel Macron, à travers son discours, cherchait à dire à tous les Français, à la nation française, nous sommes un corps, nous faisons corps ensemble, la France a un corps. Et d'ailleurs, ce corps
a été un peu démembré. Il insiste à un moment donné sur le fait qu'il faut être capable de se rassembler au-delà de nos différents intérêts qui nous ont beaucoup séparés. Il a employé le terme de fractionnement. Et donc, il me semble que ce qu'on reproche beaucoup à tort ou à raison à Emmanuel Macron, à mon avis un peu à raison, mais peu importe, depuis qu'il est élu, à savoir cette manière qu'il a un peu d'incarner de manière très verticale, de refuser de répondre aux questions, d'être une espèce de voix qui, tel un dieu au sommet de l'Olympe, dit les choses telles qu'elles sont ou telles qu'elles devraient être. En fait, là, il nous a un peu livré la clé qui est: je ne le dis pas uniquement parce que ça me fait plaisir d'exercer ce pouvoir personnel, je le fais parce que, pense-t-il, il faut donner aux Français, à la société française, le sentiment qu'elle peut être unie, qu'elle peut être dans une forme de cohésion. Il y a un devoir d'incarnation. Oui, mais là, en l'occurrence, d'incarnation de la France. Mais alors, là, évidemment, c'est assez subtil. Il ne dit pas « l'État, c'est moi » ou « la France, c'est moi ». Il dit « la France doit être unie, la France est cohérente ». Et ces 15 dernières années, beaucoup de choses l'ont un peu... Il ne va pas jusqu'à dire démembré, mais il y a un peu cette idée-là. Et donc, il faut maintenant, et sous-entendu, je m'y appliquerai, faire en sorte que ce qui fait unité du corps de la France, on le retrouvera. Et à un moment donné, il dit même « on est girondins ». Donc, bien sûr... Il y a décentralisation. Voilà, il y a différentes expressions, il y a différents, on va dire, membres territoriaux, mais dans une unité, dans une cohérence. Et il parle de la fierté du pays retrouvé, y compris dans tous ces territoires. Alors bon, c'est vrai que, comme ça a été dit précédemment, on n'est pas habitué. Qui s'adresse à une certaine audience, quand même des gens qui sont. Non, pas forcément. Moi, je crois que ça peut vraiment être entendu par tout le monde, ça. Pas des spécialistes de politique, pas des constitutionnalistes. Non. Parce que l'idée de dire, nous sommes une nation. Vous en faites tous partie, malgré vos différences, malgré les intérêts que vous représentez ou au nom desquels vous agissez quand vous agissez, je pense que ça peut vraiment être entendu par tout le monde. Pour moi, du coup, nous réunit, c'est l'amour de la patrie. Je vais enfoncer une porte ouverte. Est-ce que c'est pas le rôle de tout président? Alors peut-être que lui, il dit mieux que ses prédécesseurs. Mais ça n'a pas été dit avant. Mais il travaille beaucoup la symbolique. Ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit avant. Et évidemment, du coup, toute la question, pour moi, c'est, j'ai presque envie de dire, de manière un peu ironique. Tout ça, c'est bien joli. Je dis ça parce que j'ai vraiment trouvé qu'à certains moments, c'était émouvant comme discours et fort. Tout ça, c'est bien joli. Mais concrètement, on fait comment? Alors donc, justement, il a énoncé un certain nombre de réformes. Mais il n'a pas parlé de ça. Il a parlé que de réformes sur les institutions et le rôle du Parlement. Il n'a pas dit concrètement comment on allait faire pour dépasser nos intérêts. Enfin, pour dépasser les intérêts de caste ou de classe ou de communauté. Un dernier mot peut-être sur le discours dans son ensemble avant de passer au contenu, Anita Ossa. Est-ce que, au final, il a donné un sens finalement? Parce qu'on s'interrogeait beaucoup sur la nécessité de ce discours à Versailles. Est-ce qu'on en voit maintenant l'intérêt et surtout la nécessité de le renouveler tous les ans? Je vous ai fait part de mon scepticisme, donc je ne vais pas recommencer. C'est vrai qu'il a donné un sens à son action. Quand il parle de la réforme, il dit on ne peut pas réformer. En France, on ne parle que de révolution. Sous-entendu, avec moi, on va y arriver. Bon, je veux dire, il y a aussi une partie subliminale dans son discours. Mais ce que vous dites, c'est très bien, mais qui a entendu l'intégralité du discours aujourd'hui? Ce soir, ou sur les réseaux, le discours va être fractionné. Mais lui, il cherche à imprimer par des images. Oui, mais donc, je veux dire, les Français qui vont recevoir les messages, ils vont recevoir la réforme institutionnelle. Là, on prend de la hauteur, comme lui, pour parler du fond. Et là... Justement, il va y avoir plein de petits morceaux, sur Twitter, sur Internet, un peu partout. Quoi. Donc, qui favorisent complètement la communication demain d'Édouard Philippe, à votre avis? Je pense que sur le sujet qu'évoquait monsieur, qui est très justement souligné, c'est que par la symbolique, il essaye de faire passer des messages à sens pour l'ensemble de la nation. Et donc ce sentiment d'appartenance auquel il a fait référence, qui se fragmente. On le sait, depuis 15-20 ans, il y a des fragmentations qui fractionnent notre sentiment d'appartenance nationale. Il y travaille par le haut, par la symbolique. Et cette situation de surplomb permet d'incarner quelque chose de restauré, même au sens peut-être post-monarchique, et qui contraste avec la normalité de François Hollande, qui avait misé sur la proximité. Lui, il ne joue pas du tout la proximité, il assume cette situation pour essayer de faire passer l'idée d'un corps effectivement constitué. Et je pense que par séquence, c'est son credo et c'est son pari. C'est son cheminement. Hélène Pilichowski, je vous laisse bien sûr répondre, mais peut-être avec cette question, on se construit souvent dans les premiers mois contre, on s'en souvient notamment avec François
François Hollande par rapport à Nicolas Sarkozy. Est-ce que Emmanuel Macron peut construire un quinquennat durablement sur cette parce que si pour l'instant et pour beaucoup une posture et qui ensuite bien sûr sera beaucoup de Français vont attendre son action, bien sûr. Oui. Mais je ne crois pas que ce discours l'ait pu éloigner du peuple français, parce que tout le monde pense à ça en disant c'est réservé à une élite. C'est un petit peu le reproche qui arrive en ce moment en disant il s'adresse, c'est un intellectuel, il dit qu'il sent qu'il est fort, il se lance un immense défi. Mais dans un discours comme celui-là, bien sûr que c'est difficile pour un tas de gens, pour nous tous d'ailleurs, hein, chacun prendra ce qu'il peut y prendre, mais je pense que des gens qui ne sont pas habitués à ce type de rhétorique, qui n'ont pas forcément fait ni de la philosophie, ni du droit, ni de la politique, vont dire, eh bien, on a un président qui sait parler aussi. Voilà quelqu'un, il se donne la peine de faire un grand discours, il a de la hauteur, il a une envergure intellectuelle. Il y avait aussi le risque du ridicule avec l'emphase et la grandiloquence, on peut le dire aujourd'hui. Il y en aura. Jean-Luc Mélenchon va s'occuper de répondre et de susciter cette réaction en disant que nos présidents savaient parler et ont fait de grands discours quand même. Non, pas de cette façon-là, parce que lui, il est allé vraiment dans le fondement philosophique. On aurait dit à la cour de philo. Moi, j'ai fait des années de philo et ça ressemblait à, on aurait dit le titre, principe de philosophie politique. C'était un peu ça. De la France. Non, mais c'est ça, comme ça qu'on peut résumer. Donc, exactement. Donc, on peut trouver que c'est loin des préoccupations quotidiennes évidemment des préoccupations quotidiennes des Français. Mais je pense que les gens ont besoin, c'est comme quand vous avez un dirigeant d'entreprise, les personnes qui travaillent dans cette entreprise sont heureuses de savoir qu'il y a un dirigeant qui tient la route, qui est quelqu'un de fort, y compris de plus fort qu'eux éventuellement, et c'est une manière de se faire respecter. Oui, mais justement, aussi. Le dirigeant, il s'adresse à ses salariés, là, il s'adresse à ses députés et sénateurs ou aux Français? Oui, mais en pensant qu'ils sont là pour relayer auprès des Français ce que leur a dit le... Vous savez, François Hollande, qu'est-ce qu'il avait annoncé, François Hollande, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet? On va augmenter l'allocation de rentrée scolaire. Rappelez-vous de l'été. Non, mais je n'invente rien. De l'été 2012, l'allocation de rentrée scolaire et 60 000 emplois dans la fonction dans la fonction publique. Qui était quand même pas éducation nationale. C'était pas une petite proposition quand même. Non, mais c'est pas une vraie pensée politique. C'était une mesure. Voilà, c'est une mesure, et il en faisait l'alpha et l'oméga du début de son quinquennat. Donc moi, je trouve que là, on est à un autre niveau. Et les mesures, on va en parler dans un instant. Restez avec nous. La suite du débat, c'est tout de suite. Ah oui, non mais ça.